Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle partait en voyage avec son ex et de ne pas être jaloux, alors j'ai répondu que je ne saurais plus là quand elle reviendrait. Il y avait un reçu. C'est tout. Juste un reçu, froissé, à peine lisible, au fond de son sac de sport entre un élastique à cheveux et une barre de protéines périmée en juillet. Mais j'ai tout de suite reconnu le nom qui y figurait. Chalet du Lac Bleu, chambre avec vue sur le lac, 2 nuits. La date, ce week-end. On était jeudi. Or, je ne nous avais réservé aucune escapade romantique au bord d'un lac. Nous n'avions pas voyagé depuis plus d'1 an, et notre dernier voyage s'était terminé par une dispute à propos de ses habitudes téléphoniques. Alors, j'ai déplié le reçu et je l'ai retourné. Griffonné à l'encre bleue, comme dans un mauvais feuilleton, il y avait ces mots, n'oublie pas d'apporter le vin. Théo. Théo. Il n'y avait qu'un seul Théo dans sa vie, et ce n'était certainement pas moi. Je ne lui en ai pas parlé ce soir-là. J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai préparé le dîner, parlé du chien, hoché la tête pendant qu'elle faisait défiler Instagram sous la table. Elle a dit qu'elle avait une retraite de bien-être pendant le week-end, organisée par une amie du travail. J'ai demandé laquelle. Elle a cligné des yeux. Tu ne l'as jamais rencontrée, n'est-ce pas? Vendredi matin, elle est partie en pantalon de yoga et avec un faux sourire. Elle a dit qu'elle serait injoignable. Elle m'a embrassé comme on embrasse le bébé d'un inconnu. Bref, sec, mécanique. Puis elle est partie. Mais je n'ai pas attendu longtemps. J'ai pris le double des clés de sa voiture, celui qu'elle ne savait pas que j'avais encore, et j'ai pris la route. Les chalets du Lac Bleu étaient à 3 heures au nord. J'ai mis 2h30. Je ne me suis pas enregistré. Je ne l'ai pas appelé. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste attendu. Et juste après 18h, je l'ai vue. Portant cette chemise en flanelle rouge que je lui avais achetée à Noël dernier. Celle qu'elle disait trop rêche. Riant comme une adolescente amoureuse. Enlacée à Théo. Le même Théo dont elle jurait qu'il n'était qu'un camarade de sa formation en codage. Le même Théo qui aimait toutes les photos aguicheuses qu'elle postait. Le même Théo qui l'avait traité de « problème » dans les commentaires une fois. Et les voilà, sortant une glacière de sa Jeep, se frôlant l'épaule, entrant dans le chalet comme s'il n'avait pas brisé le monde de quelqu'un en chemin. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Au lieu de ça, je suis rentré à la maison. Et sur le chemin du retour, j'ai pris une décision. Si elle voulait un week-end de mensonges, j'allais lui donner quelque chose à trouver en rentrant. Quelque chose d'inoubliable. Quand je suis rentré, il était plus de minuit, mais je ne me sentais pas fatigué. Loin de là. Le genre d'adrénaline qui me parcourait ne vous laisse pas vous reposer. Elle aiguise tout. Ma vision semblait plus claire, mes mains plus calmes, et mes pensées terrifiantes d'organisation. Je me tenais dans notre chambre, non, ma chambre maintenant, fixant l'espace vide dans le placard où son sac de voyage se trouvait quelques heures plus tôt. C'est là que l'idée m'a frappé. Pas la vengeance, pas la destruction, mais la clarté. Si elle voulait agir comme si notre vie n'existait pas, alors j'allais lui faciliter la tâche pour qu'elle oublie qu'elle a jamais existé. J'ai commencé à emballer ses affaires, sans rage, sans rien jeter ni casser. Juste des mouvements précis, mesurés. Chaque tiroir qu'elle avait encombré de maquillage et de parfum a été vidé. Ses manteaux d'hiver, ses vinyles vintage, les romans écornés qu'elle n'avait jamais finis, tout a été soigneusement mis en boîte. J'ai tout étiqueté avec des post-it comme pour un déménagement. Mais je n'ai pas mis les boîtes en garde-meuble. Non, je les ai empilées au beau milieu du salon, comme une exposition. Puis j'ai écrit une lettre. Pas une diatribe en colère ou un adieu dramatique, juste des faits. Une liste, en fait, ligne par ligne. Tu as menti sur l'endroit où tu allais. Tu étais avec Théo. Je le sais parce que je vous ai vu. J'ai emballé tes affaires. Je serais parti avant que tu ne reviennes. Et en bas, j'ai ajouté une ligne que je savais la entrer plus que tout. Ne me contacte pas. Il n'y a plus rien à dire. Je n'ai pas signé. Je n'en avais pas besoin. Elle saurait. Puis j'ai changé les serrures. Oui, légalement, c'était une zone grise, mais je ne la mettais pas dehors de façon permanente. J'achetais du temps. 48 heures tout au plus.
Juste assez pour me réapproprier mon espace avant qu'elle ne le transforme en un autre mensonge. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Je n'avais plus l'impression que le lit était le mien. C'est drôle comme quelque chose peut perdre son sens rapidement. Le lendemain matin, je suis parti avant le lever du soleil, non pas pour disparaître, mais pour me ressaisir. Je suis allé chez ma sœur, à 2 villes de là. Elle avait toujours eu un 6e sens pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Elle a ouvert la porte, m'a regardé et a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Pas encore. Juste assez pour expliquer pourquoi j'avais besoin d'un endroit où dormir. Et pourquoi je n'étais pas sûr de remettre un jour les pieds dans cette maison. Elle a hoché la tête. Pas de question. Elle m'a juste tendu un double des clés. Mais plus tard dans la soirée, mon téléphone s'est allumé. Numéro masqué. 2 appels. Puis un message. Où sont toutes mes affaires? Puis un autre. 2 minutes plus tard. Pourquoi tu m'as fait ça? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Elle n'avait pas avoué. Elle ne s'était pas excusée. Elle n'avait même rien nié. Elle était seulement en colère de s'être fait prendre. Et c'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des mois. Le dimanche matin, son silence était plus assourdissant que ses messages. J'ai imaginé qu'elle était trop fière pour appeler depuis le chalet, surtout après avoir réalisé que toute sa vie avait été emballée et étiquetée comme des déchets. Je pensais qu'elle attendrait peut-être son retour, qu'elle débarquerait en trombe pour jouer la victime, essayer de pleurer pour reprendre le contrôle. Je l'avais encore sous-estimée. Juste après midi, j'ai reçu une notification de ma banque. Activité inhabituelle. 3 débits suspects. L'un d'eux était un hôtel de charme en centre-ville. Même pas celui où elle était allée avec Théo. C'était un autre, plus cher. Un autre nom sur la réservation. Mon nom. Elle utilisait ma carte. Au début, j'ai pensé que c'était un accident. Peut-être qu'elle avait réservé avec mon compte sans le remarquer. Puis je me suis souvenu que son portefeuille contenait sa propre carte, à son propre nom. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai appelé l'hôtel, j'ai donné mon nom, je leur ai dit que je n'avais pas fait de réservation. Ils ont hésité, ont dit qu'ils allaient vérifier, puis m'ont mis en attente. 1 minute plus tard, quelqu'un est revenu et a demandé, est-ce à propos de la femme qui vient de s'enregistrer? J'ai dit, oui. L'homme au bout du fil a marqué une pause et a dit, elle est déjà partie. La chambre n'a été utilisée qu'environ 20 minutes. C'est là que j'ai su qu'elle ne se contentait pas de mentir. Elle brouillait les pistes. J'ai vérifié mes emails. Rien. Puis je me suis souvenu qu'elle avait accès à mon agenda. Elle avait eu mes mots de passe une fois. Peut-être encore. Ce n'était pas une femme qui s'enfuyait pour une romance. C'était une femme qui jouait aux échecs alors que je pensais que nous jouions encore aux dames. Et pour la première fois depuis le début, j'ai cessé d'être en colère et j'ai commencé à me concentrer. Elle cachait quelque chose de plus profond qu'une aventure au bord d'un lac. Et j'allais découvrir quoi? Lundi matin, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Comme si même les murs retenaient leur souffle. J'avais toujours ces cartons intacts dans le salon. Je ne les avais pas touchés depuis que je les avais faits. Je n'en avais pas eu envie. Mais quelque chose à propos de ce débit d'hôtel, quelque chose à propos de son enregistrement de seulement 20 minutes me donnait l'impression de manquer quelque chose. J'ai d'abord ouvert la plus petite boîte, celle que j'avais étiquetée, divers, juste pour vérifier. Peut-être un indice, peut-être rien. Mais coincé entre une bouteille de shampoing sec et un paquet de lingettes démaquillantes, j'ai trouvé un papier plié, sans enveloppe, sans écriture manuscrite. C'était l'impression d'un email. L'objet était simple. Détail de l'accord version finale. Et puis j'ai vu le nom en haut, à l'attention de Chloé Martin. Mais c'est l'expéditeur qui a arrêté mon cœur. Pas Théo, pas un avocat. C'était une femme nommée Élise Renaud. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant, mais le message était clair. Un langage juridique, des conditions de paiement, et une dernière ligne qui disait, une fois la transaction finalisée, vous êtes libre. Il ne verra rien venir. C'était tout. Pas de contexte, pas de logo d'entreprise, pas de pièce jointe, mais le ton était sec, froid,
professionnel. Il ne s'agissait pas d'amour. Il ne s'agissait pas de s'enfuir avec Théo. C'était un coup monté. J'ai regardé dans les autres boîtes. Pas d'autres emails, pas de messages imprimés, rien d'évident. Mais soudain, je n'emballais plus des souvenirs. Je cherchais des preuves. Parce que ce n'était plus seulement de l'infidélité. Cela semblait planifié, coordonné. Je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. J'ai cherché le nom d'Élise Renaud. Rien de personnel n'est apparu, mais un profil LinkedIn est sorti. Elle était médiatrice financière, spécialisée dans la division des actifs lors des séparations conjugales, basée dans notre ville, à Lyon. Et elle avait un détail très intéressant listé sous ses qualifications, expérience de cas confidentiels avec des règlements d'arbitrage privés. Soudain, tout s'est éclairci. Chloé n'avait pas seulement prévu de partir. Elle prévoyait de me dépouiller avant de le faire. Cette fausse réservation à mon nom, le court séjour, les débits. Ce n'était pas un hasard. Elle construisait une trace écrite, un récit, qui me ferait passer pour instable, peut-être même infidèle. Je pouvais le voir maintenant. Elle prétendrait que j'avais des visites secrètes à l'hôtel, que j'avais vidé la maison et l'avais abandonnée. Et puis, discrètement, elle déposerait une demande de médiation confidentielle avec cette femme, Élise Renaud, en prétendant qu'elle avait essayé de garder les choses à l'amiable. C'était intelligent. Froid, mais intelligent. Mais il y avait une chose sur laquelle elle n'avait pas compté. Je surveillais maintenant. Elle pensait que j'étais juste le gars qui ferait ses valises et disparaîtrait. Mais elle avait oublié que j'étais le gars qui faisait attention, qui réglait les détails qu'elle négligeait, qui avait construit une vie autour de la structure. Et maintenant, j'allais démanteler sa structure pièce par pièce. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis à la table de la cuisine de ma sœur, l'impression de l'email dans une main, et mon ordinateur portable ouvert devant moi. Je n'arrêtais pas de lire le nom d'Élise Renaud encore et encore, comme si la répétition allait débloquer quelque chose de nouveau. Rien dans tout cela ne semblait être un accident. Chloé mettait en scène une histoire et j'étais censé en être le méchant. Mais si elle comptait me traiter comme tel, alors peut-être devais-je cesser de jouer au gentil garçon. Alors j'ai appelé Élise. Numéro masqué. Pas de messagerie vocale. Elle a décroché après 3 sonneries. Allô, Élise Renaud. Sa voix était sèche. Directe. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je voulais voir comment elle réagirait au silence. Allô, a-t-elle répété, agacée maintenant. Je suis l'homme que Chloé essaie de ruiner, ai-je dit calmement. Il y a eu une pause. Elle n'a pas raccroché. Pardon, a-t-elle demandé, le ton raide. J'ai trouvé votre email, celui que vous lui avez envoyé à propos de l'accord, et je sais que vous travaillez avec elle dans mon dos. Une autre pause, plus longue. Elle a expiré lentement. Vous n'auriez vraiment pas dû appeler ce numéro. J'ai souri. Oui, je me doutais que vous diriez ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je lui ai juste fait savoir que je savais. Et puis j'ai raccroché. Je n'avais aucun plan après ça. Je voulais juste qu'elle sente la fissure dans leur petit complot. Je voulais qu'elle sache que je n'étais plus aveugle. Mais cet appel a fait plus que secouer Élise. Car exactement 40 minutes plus tard, Chloé m'a envoyé un message. Il faut qu'on parle ce soir. Pas d'émoji, pas de mensonge, juste ces quelques mots. Et pour la première fois depuis le début, je pouvais dire qu'elle avait peur. Il était un peu plus de 21h30 quand j'ai entendu la voiture se garer dans l'allée. Je n'ai pas bougé du canapé. Lumières éteintes, téléphone en silencieux. Je voulais l'entendre entrer avant qu'elle ne me voie. J'avais besoin de voir quel genre de spectacle elle allait monter maintenant que la scène était brisée. La porte s'est ouverte doucement. Pas de bruit de clé. Elle avait évidemment toujours les siennes. Elle est entrée et s'est arrêtée. J'ai entendu le léger hoquet dans sa respiration quand elle a vu les cartons empilés, la note, le silence. Puis des pas. Et ils n'étaient pas les siens seuls. Il y avait 2 paires de pas. Je me suis levé lentement, j'ai allumé la lumière du couloir et je me suis dirigé vers eux. Elle se tenait juste à l'entrée, la valise toujours à la main. Mais elle ne me regardait pas. Elle fixait le sol,
les lèvres serrées comme si elle se préparait à recevoir un coup. À côté d'elle se tenait Théo. Oui, il était revenu avec elle. Pas même une once de honte sur son visage. Il avait l'air à l'aise, comme s'il était à sa place ici, comme si ce n'était qu'une simple étape de leur lune de miel. Je n'ai rien dit au début, je l'ai juste regardé, puis elle, puis de nouveau lui, et finalement, j'ai dit, audacieux. Il a eu un sourire narquois d'idiot. Chloé, non. Je lui ai dit que je devais récupérer certaines de mes affaires, a-t-elle dit, la voix plus basse que d'habitude. Prudente. Il a proposé de me conduire, c'est tout. C'est tout, ai-je répété en hochant lentement la tête. Oui, bien sûr. Beau travail d'équipe. Je sentais qu'elle voulait que je perde mon sang-froid, ou au moins que j'élève la voix, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai parlé à Élise, ai-je dit. Ça a porté. Ses yeux se sont levés d'un coup, comme si je l'avais giflé. Théo avait l'air confus. Qui? Elle sait de qui je parle, ai-je répondu. La mâchoire de Chloé s'est crispée. Elle a de nouveau regardé les cartons, puis moi, puis de nouveau la porte comme si elle avait peut-être tout mal calculé. Et peut-être que oui. Elle s'est avancée, ignorant complètement Théo maintenant. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Que ça se passe comment, ai-je demandé. La partie où tu disparais avec ton ex ou la partie où tu engages une médiatrice financière dans mon dos. Je ne l'ai pas engagée, a-t-elle dit rapidement. Pas officiellement. J'ai ri, une seule fois. C'est ça. Tu as juste fait rédiger un accord final pour le plaisir. Théo la regarda, visiblement surpris maintenant. Attends, de quoi il parle? Elle se figea. Oh, donc il ne savait pas. Parfait. Tu ne lui as pas dit, ai-je demandé, les yeux toujours fixés sur elle. Il n'est que le chauffeur et le lot de consolation, hein. Arrête, a-t-elle murmuré. Mais Théo avait déjà reculé, la suspicion s'installant sur ses traits. Quel genre d'accord? Et juste comme ça, les fissures se sont transformées en fractures. Chloé s'est tournée vers lui, a attrapé son bras, a essayé d'expliquer quelque chose, mais il n'écoutait pas. Il s'est éloigné d'elle et m'a regardé. Je pensais que c'était déjà fini, a-t-il dit. Je pensais que vous étiez séparés. Oh, nous le sommes maintenant, ai-je dit, la voix plate. Mais tu devrais peut-être lui demander combien d'autres parties de cette histoire elle a réécrites. Il n'a pas répondu. Il a juste secoué la tête et il est parti. Pas de façon dramatique, pas en colère, juste comme un homme qui réalise qu'on s'est joué de lui dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Chloé se tenait seule dans l'entrée maintenant. Et finalement, elle a levé les yeux vers moi, redevenue elle-même. Pas de comédie, pas de défi, juste un silence épuisé. Je n'avais pas prévu ça, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas souri, je n'ai pas bronché. Non, ai-je dit, tu as juste tout planifié le reste. Après le départ de Théo, l'air dans la maison semblait plus lourd, comme si son absence avait emporté quelque chose d'essentiel. Peut-être l'illusion à laquelle Chloé s'était accrochée. Elle n'a pas bougé pendant un moment, restant là avec sa valise à la main, comme si elle ne savait pas si elle devait la laisser tomber ou faire demi-tour et s'enfuir. Il faut que tu m'écoutes, a-t-elle finalement dit. Je me suis assis sur le bord du canapé, non pas parce que j'étais disposé à écouter, mais parce que je voulais qu'elle sache que je n'étais pas impressionné. Je n'allais pas lui offrir une tribune. Elle a laissé tomber son sac et s'est assise en face de moi, les yeux fuyants comme si elle répétait encore l'histoire qu'elle avait probablement préparée sur le chemin du retour. Il n'a jamais été question de te prendre quoi que ce soit, a-t-elle commencé. Élise était juste, elle devait juste aider au cas où les choses deviendraient compliquées. Je n'ai pas répondu. Ce n'est même pas une vraie avocate, a-t-elle ajouté rapidement, comme si cela améliorait les choses. Ce n'était pas un conseil juridique. C'était de l'accompagnement. Un accompagnement pourquoi, ai-je demandé. Pour mentir plus proprement? Chloé a tressailli. Je n'ai pas menti. Pas sur tout. Tu as menti sur où tu étais. Tu as menti sur avec qui tu étais. Tu as menti sur ce que tu prévoyais. J'ai fait une pause. Alors, quelle partie n'était pas un mensonge, exactement? Elle a baissé les yeux, les mains jointes fermement.
Je pensais que tu me laisserais partir, a-t-elle dit doucement, sans que ça ne tourne à la guerre. Ça m'a presque fait rire. C'était elle qui avait monté ça comme une opération clandestine et maintenant elle le présentait comme si j'étais l'agressif. Comme si c'était moi qui dramatisais. Je me suis levé. Tu voulais que ce soit discret. Tu aurais dû simplement laisser un mot. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu ne voulais pas avoir l'air de me faire du mal, ai-je corrigé. Grosse différence. Et c'est là que je l'ai vu, son expression changeait juste une seconde, cette lueur de frustration sous la culpabilité. Elle ne s'attendait pas à ce que je tienne bon aussi longtemps. Elle pensait que je serais brisé ou amer ou en train de la supplier. Au lieu de cela, j'avais démonté son histoire devant la seule personne sur qui elle comptait probablement pour la valider. Et maintenant elle n'avait plus rien à dire. Alors elle s'est levée, a repris son sac et a dit la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je reviendrai demain pour le reste. Tu n'as pas besoin d'être là. Mais j'y serai. Parce que je n'avais pas terminé. Pas encore. Le lendemain, je me suis arrangé pour être à la maison quand elle est arrivée. Pas par dépit et pas pour avoir le dernier mot. Je ne voulais tout simplement pas qu'elle se promène dans ce qui était notre vie comme si elle lui appartenait encore. Elle est arrivée à midi, comme elle l'avait dit. Seule cette fois. Elle m'a à peine regardé quand j'ai ouvert la porte. Elle est allée directement au carton sans dire un mot. Pas de maquillage, les cheveux attachés, portant le même sweat à capuche dans lequel elle dormait quand nous dormions encore comme si nous nous faisions confiance. Je l'ai regardé charger tout dans la voiture. Il lui a fallu 3 voyages. Pas un seul mot entre nous. Juste des bruits de pas, de carton et le silence. Et quand elle a eu fini, quand la maison n'était enfin plus la sienne, elle est restée là, sur le pas de la porte, et a fait ce à quoi, honnêtement, je ne m'attendais pas. Elle a dit, tu ne méritais pas ça, rien de tout ça. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Pas de leçon. Pas besoin de leçon. Elle a fixé son regard une seconde de plus, comme si elle attendait que j'en dise plus. Ou peut-être juste en espérant que je m'effondrerais, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je ne suis plus en colère, Chloé. C'est juste terminé. Et je le pensais. Elle est partie sans un autre mot. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Pas de claquement dramatique, pas de larmes, juste une clôture. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Non pas parce que j'avais gagné quoi que ce soit. Il n'y avait pas de gagnant dans ce gâchis, mais parce que je m'étais défendu, j'étais resté calme et j'étais parti sans laisser son chaos devenir mon identité. Dans les jours qui ont suivi, j'ai changé les serrures de façon permanente, j'ai donné certaines des choses qu'elle avait laissées derrière elle, j'ai fait retirer mon nom de quelques comptes communs. J'ai emmené le chien pour de plus longues promenades, j'ai appelé de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des années, et je me suis même inscrit à un cours de cuisine juste parce que je voulais me souvenir de ce que c'était que d'essayer quelque chose de nouveau sans permission. Et quelque part entre le changement des mots de passe et la plantation de nouvelles herbes dans le jardin, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais rien perdu. J'avais gagné quelque chose, moi-même. Pour la première fois depuis longtemps, le silence dans la maison ne ressemblait pas à une absence.